Bonsoir, Mesdames, Messieurs, ici Esther Bégin. Il y a eu une grosse opération policière cet après-midi dans la Naudière. On a eu vent qu'un hélicoptère s'était écrasé dans une forêt dense. On a tout mis en branle pour le retrouver. Et vers 18h30, l'appareil et ses occupants étaient localisés. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Un hélicoptère s'écrase en forêt, 1 mort, 3 blessés. Baisse d'impôts de 3 milliards, l'opposition refuse d'endosser les recommandations libérales. Les Québécois plus favorables que les autres Canadiens à une privatisation des soins de santé. Les opérations de sauvetage se poursuivent ce soir à Saint-Michel-des-Saints pour récupérer les 4 passagers d'un hélicoptère qui s'est écrasé à flanc de montagne cet après-midi. C'est maintenant confirmé, l'écrasement a fait 1 mort et 3 blessés. On rejoint Jean-François Guérin à Saint-Michel-des-Saints. Jean-François, on a fait appel à l'armée pour mener les opérations. Absolument, Esther. Il faut dire que les hélicoptères de la Sûreté du Québec de l'unité d'urgence avaient commencé le travail dès qu'on avait eu vers 14h30 cet après-midi l'appel d'un homme qui se dit être le pilote d'un hélicoptère qui s'était écrasé à flanc de montagne à environ 10 km au sud-ouest de Saint-Michel-des-Saints. À ce moment-là, toute la journée, toute la fin de l'après-midi, on avait tenté de localiser ces gens-là sans succès. Finalement, on les a localisés en début de soirée au flanc d'une montagne, tandis que celui qui avait lancé l'appel à l'aide était à environ 1 ou 2 km des restes de l'hélicoptère. À ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté de descendre le plus près possible pour venir en aide à ces gens-là. Ça a été impossible à cause de la turbulence. Il a fallu se rendre à l'évidence. Il fallait attendre cet hélicoptère de la base de Trenton, en Ontario, hélicoptère de l'armée, un Labrador, pour venir sur place. Un hélicoptère beaucoup plus stable avec 2 hélices et qui donc pourrait faire le travail. L'hélicoptère de la base de Trenton est arrivé vers 19h, 19h30, quelque chose comme ça, dans la région. Et là, s'est approché du site. À ce qu'on nous dit, là, au moment où on se parle, à 22h quelques minutes, cet hélicoptère-là a réussi à récupérer une des personnes, est parti en direction de Mirabel, a déposé le blessé là, a refait le plein et devrait revenir sur place, si ce n'est déjà fait, là, au cours des prochaines minutes pour récupérer les 3 autres personnes. Quant à la personne blessée, elle est en direction de l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Dans quel état sont les blessés, Jean-François, ce soir? Bon, faut le dire, là, il y a 1 mort, c'est bel et bien confirmé. Pour les ski des 3 autres blessés, on parle d'un traumatisé crânien, un traumatisé thoracique et également des blessures au dos. Donc, des blessures assez graves et surtout des gens qui ont dû rester 6 ou 7 heures là, par un froid de près de moins 10 degrés Celsius avec le vent. Donc, on va tenter de se rendre sur les lieux demain. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir. Bonsoir. La nouvelle a filtré dans les médias hier le comité des finances à Ottawa qui recommande au ministre Paul Martin de réduire les impôts de 3 milliards dans le prochain budget. Les gens qui gagnent plus de 50 000 $ profiteraient notamment de l'élimination des surtaxes de 3 et 5 % qui remontent aux années 80. Mais l'opposition n'est pas d'accord et refuse de signer le rapport. Monique Grégoire. Les députés ont demandé à des centaines de groupes de pression ce qu'ils souhaitaient voir dans le prochain budget. Ce rapport est le fruit de leur consultation. On y propose de réduire les impôts de 3 milliards de dollars, d'injecter 1 milliard en santé et en éducation, de réduire la dette de 3 milliards. Mais aucun député de l'opposition n'a signé ce rapport. Le président du comité, de même que le secrétaire aux finances, se comportent comme des valets du roi, le roi étant, bien entendu, le ministre des Finances. C'est que seulement la moitié des 3 milliards de dollars de baisse d'impôts proposés irait aux classes moyennes, via une augmentation de l'exemption personnelle de base de 700 $. L'autre moitié irait aux gens gagnant 50 000 $ ou plus. Il n'y a personne, ou à peu près personne, qui a demandé qu'on baisse les impôts des riches. On a demandé qu'on baisse les impôts des faibles et moyens revenus, ceux-là même qui ont contribué à l'assainissement des finances publiques depuis 4 ans. Le président du comité se défend d'être à la solde de Paul Martin. Canadians from all different income groups have worked very hard to eliminate the deficit. They want to see some of the money returned to them. Mais la pièce maîtresse de ce rapport, c'est le pacte de productivité, qui invite le gouvernement à refuser toute dépense qui n'accroît pas la productivité. Augmenter les prestations de chômage ne passerait pas le test. Les réduire, comme on l'a fait avec la réforme, le passerait haut la main. You will not have employers basically competing for labor with a government-sponsored program. M. Martin a lieu de se réjouir en lisant ce rapport. Les mesures proposées ne totalisent que 7 milliards de dollars, alors que son surplus s'élève déjà à 10 milliards et demi. Et le pacte de productivité lui permettrait peut-être de forcer les provinces à faire preuve d'efficacité pour recevoir plus d'argent en santé. Une idée qu'on évoque de plus en plus au fédéral. Monique Grégoire, TVA, Ottawa.
En tout cas, s'il baisse les impôts, Paul Martin en fera bénéficier un plus grand nombre de contribuables. Le chômage est en baisse pour un 5e mois consécutif au pays. Il a légèrement reculé le mois dernier d'0,1 de point pour atteindre 8 % Au Québec, le chômage a augmenté de 0,2 à 9,9 % malgré la création de 31 000 emplois. À Montréal, le taux était à 9,4 % en baisse de 0,3 %. L'avenir du système de santé inquiète les Canadiens. Près de 6 personnes sur 10 avouent même avoir moins confiance de préserver ces grands principes que soient l'universalité et l'accessibilité des soins. Armand Dubois nous trace les grandes lignes d'une enquête réalisée auprès de 3000 citoyens par la multinationale Merck Frost. Bonjour, madame. En matière de santé, les Québécois, au même titre que les autres Canadiens, demeurent préoccupés quant à l'avenir du système public de soins. Près de 60 % d'entre eux disent avoir moins confiance en ce régime. Pour que cette confiance augmente davantage, la génération d'après-guerre appuie très majoritairement tout projet de réforme visant à améliorer l'accessibilité aux soins, la qualité n'étant pas remise en cause. En effet, on se dit satisfait dans des proportions de 63 et 65 % des soins dispensés par les professionnels. Mais c'est à peine plus de 50 % des répondants qui estiment que l'accessibilité va en progressant ou ne se détériore pas. Alors, on va vérifier votre pression. Les Québécois diffèrent cependant d'opinion avec le reste du Canada quant aux moyens à prendre pour améliorer la situation. Ainsi, ils sont beaucoup plus nombreux que leurs voisins à considérer que le choix d'un traitement doit tenir compte de son coût, alors qu'ailleurs au pays, on veut le meilleur traitement possible, peu importe son coût. Peut-être par souci de cohérence, les Québécois sont aussi plus enclins à ouvrir la voie à la privatisation de certains services, si cela est plus efficace. Avez-vous besoin de quelque chose, les enfants, là? Non, tout va bien. Oui, OK. Dans 20 ans, 10 millions de Canadiens auront plus de 70 ans. Avons-nous bien planifié la demande massive pour des soins de santé de tous ces gens? Les Québécois ont une vision plus pessimiste que les autres. Seulement 38 % croient qu'il y a une bonne planification. À la question « Où préférez-vous vivre votre convalescence ?», les Canadiens optent davantage pour les soins à domicile que les citoyens du Québec. D'ailleurs, on le voit, au Québec, en dépit du virage ambulatoire, on est encore plus nombreux qu'ailleurs à préférer l'hôpital. Mais là où tous s'entendent, c'est sur l'objectif ultime que doit avoir un régime de soins de santé. Plus de 90 % des répondants dans chacune des provinces croient que c'est d'assurer une meilleure qualité de vie plutôt que de la prolonger. Armand Dubois, TVA Montréal. Après la pause, Hydro-Québec défend son réseau contre vents et marées dans ses rapports sur la crise du verglas et grosse récolte à la Grande Guignolée TVA Société Saint-Vincent-de-Paul. La lumière. C'est pas toujours facile de surprendre les gens à Noël. Bureau en gros peut vous aider à offrir quelque chose de différent, comme une mallette pour ordinateur Targus, un agenda Daytimer en cuir ou un téléphone sans fil General Electric. Bureau en gros, des cadeaux de Noël plein le magasin, à bas prix garanti, c'est certain. L'affaire Barnabé n'est toujours pas terminée. Le mois dernier, 3 autres policiers ont été reconnus coupables d'avoir enfreint le code de déontologie policière au cours de cette opération survenue il y a maintenant 5 ans. Aujourd'hui, le procureur du comité et les avocats de la défense débattaient des sentences à être imposées. Yves Malo. 5 ans après les événements qui ont éventuellement coûté la vie à Richard Barnabé, les procédures continuent. Déjà, les policiers Vadeboncoeur et Lapointe, suspendus, sont retournés au travail. Les policiers Bergeron et Sanson ont été destitués et sont en appel de cette décision. Cette fois, le comité de déontologie se penche sur le travail de policiers qui ont joué un rôle plus secondaire.
Il s'agit de Carl Anderson, toujours au SPCUM, et des officiers Jean-Pierre Auger et Michel Pohu, tous deux à la retraite. Le procureur du comité, maître Christiane Mathieu, recommande maintenant 3 destitutions. Pour Anderson, le maximum de 60 jours de suspension permis par la Convention n'est pas suffisant selon elle et le congédiement s'impose. Pour les 2 autres à la retraite, le congédiement ne veut rien dire, mais aurait un effet dissuasif sur les officiers du SPCUM. Pour l'avocat d'Anderson, 30 jours de suspension seraient suffisants, d'autant plus que Vadeboncoeur et Lapointe ont conservé leur emploi. Ils n'ont pas perdu leur emploi, puis les 2 avaient plus d'expérience que M. Anderson, ça c'est évident. Les 2 étaient dans leur poste. Les avocats de Pohu et Auger souhaitent une simple réprimande. Un congédiement est purement théorique. Ça n'a absolument aucun effet sur son statut actuel et c'est un peu l'aspect un peu spécial d'une telle demande, compte tenu que ça n'a absolument aucun effet. Ce n'est que dans 1 mois, peut-être même 2, que le comité de déontologie policière fera connaître les sentences contre le policier Anderson et les ex-policiers Auger et Pohu. Ce n'est qu'après le dévoilement de ces sentences que les avocats pourront alors contester le verdict de culpabilité. Yves Malo, TVA, Montréal. Le président de la Commission des plaintes du public contre la GRC, Gérald Demorin, a remis sa démission. Il était à la tête d'un comité chargé de faire la lumière sur les méthodes des policiers au sommet de l'APEC l'automne dernier. Mais les audiences avaient été suspendues parce qu'on mettait en doute son impartialité. Aujourd'hui, Gérald Demorin a affirmé que son comité avait subi des pressions de la GRC. L'opposition à Ottawa réclame toujours la tenue d'une enquête indépendante sur les événements de novembre 1997 à Vancouver. C'était une grande journée d'entraide aujourd'hui à l'occasion de la grande guignolée TVA Société Saint-Vincent-de-Paul. La Saint-Vincent-de-Paul est généralement discrète, mais cela ne l'empêche pas de venir en aide aux plus démunis à longueur d'année, et ce, partout au Québec. Régent Léveillé. Reviens, toi, mon frère, et vois la lumière. C'est le seul moment de l'année où la Société Saint-Vincent-de-Paul sort vraiment de l'ombre. Le reste du temps, elle pâlit en silence aux mauvaises nouvelles. Ça fait du bien à recevoir ça comme une boîte à surprise. Là. Tu déballes ça, puis les enfants disent « Ah, on va pouvoir manger telle sorte de céréales. Ah, t'as-tu vu, il y a tel jus de canneberge, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. » Ginette Simard ne croyait pas avoir à demander un panier avant d'être impliquée il y a 2 ans dans un long conflit de travail. Tout le monde fait ça. Tout le monde essaye de faire 5,30 sous avec une pièce quand on se retrouve dans ces situations-là. Mais d'avoir un petit surplus, là, ben tu n'as peut-être pour 3-4 jours à pas te casser la tête. À quelques pas de là, à Verdun, sur la rue Galt, une ancienne épicerie a été transformée depuis 5 ans en comptoir de distribution alimentaire. Achat à prix modique, pas beaucoup de statistiques, mais on encaisse 30 000 $ par année de bons de la SSVP. C'est comme ça dans toutes les régions de 131 pays. Moi, je crois pas à ceux et celles qui se pètent les bretelles en disant on ramasse et on remet des paniers de Noël sur un but d'une fois par année. Dimanche, ça va cogner à votre porte. Et il n'y a pas d'âge pour aider Marilyn, 9 ans, qui sera. Je leur dis merci beaucoup pour les pauvres. T'as un gros joyeux Noël. Ouais. Régent Léveillé, TVA, Verdun. Colette, c'était pas un temps pour nous rappeler Noël aujourd'hui. Il semble que ça va pas être le cas non plus en fin de semaine. Non, côté température, surtout pas. Les températures demeurent douces encore pour toute la fin de semaine. Il y aura des précipitations, évidemment. À certains endroits, ça sera sous forme de neige fondante. Risque de pluie verglaçante demain en soirée, dimanche tôt en matinée. Mais quand même, par la suite, ça va se dégager. Alors, on peut dire en général, ce sera bien. Tous les détails dans quelques instants. Merci beaucoup, Colette. Restez avec nous. On se retrouve pour d'autres informations dans quelques minutes. À tout de suite. Qui a le temps aujourd'hui de laver la laitue à l'ancienne? Solution Starfleet. L'essoreuse à salade Garden Crisp permet de rapidement qu'une autre banque n'est aussi bien. Sur les dommages causés par la tempête de verglas sur ces équipements. Il n'est pas question de mauvais entretien, selon Hydro, qui blâme plutôt la surcharge de glace et la violence des vents. Annie Gagnon.
Voici les fameux rapports, 3 briques dans lesquelles on retrouve photos et graphiques. La commission Nicolet les a reçus seulement la semaine dernière, après des mois d'attente. Hydro-Québec voulait prendre le temps de faire une analyse plus complète avant de les remettre. Donc, des études assez complexes et assez étendues. Finalement, dans ces documents, on n'apprend rien de plus sur les raisons de l'effondrement des câbles et des pylônes. La Société d'énergie s'en tient au même discours. Seule une surcharge de glace combinée au facteur vent ont eu raison de la fiabilité du réseau. Un mauvais entretien des équipements n'y est pour rien, contrairement à ce que dit la commission Nicolet. On n'est pas dans une situation où la maintenance est le problème. C'est pas ça le problème, c'est la glace combinée aux effets de vent. C'est ça qui explique les dommages qu'on a connus et rien d'autre. Mais du même souffle, on admet que le vieillissement de certaines pièces a pu jouer un rôle. Il y a plus d'1 200 000 pièces. Et là-dessus, on a eu un cas ici et là où une pièce a fait défaut, possiblement avant le moment où, normalement, elle aurait dû le faire. Alors ça explique que c'est moins que 5 des cas. Au cours des derniers mois, Hydro-Québec a augmenté la résistance de ses équipements dans les régions les plus vulnérables. Dans certains cas, les câbles et les pylônes peuvent maintenant résister à 65 mm de glace plutôt qu'à 45. Un bel exemple, c'est la ligne Boucherville-Saint-Césaire qu'on a reconstruite à 65 mm de tenue de glace. Alors, on l'a fait un petit peu partout où on pouvait le faire. Maintenant, je ne suis pas en mesure de quantifier quel pourcentage de ça, mais ce que je vous dis, c'est 100 de robustesse améliorée. Le président de la commission sur le verglas nous dit que ce rapport est une pièce de plus à mettre dans son dossier, mais qu'il ne répond pas à toutes ces questions. Roger Nicolet, lui, remettra ses conclusions finales en février. Annie Gagnon, TVA, Montréal. Hier soir, un homme s'est finalement livré à la police après le terrible drame familial dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Aujourd'hui, Guy Joly a été accusé du meurtre prémédité de sa fillette de 4 ans, Marie-Pierre, et de tentative de meurtre sur son ex-conjointe, Valérie Girard, âgée de 24 ans. Joly, lui, qui est âgé de 29 ans, aurait poignardé la fillette à plusieurs reprises avant de l'égorger. Il aurait ensuite asséné plusieurs coups de couteau à son ex-conjointe. Elle a quand même réussi à aller chercher de l'aide et aujourd'hui, elle est hors de danger. Les voisins croyaient que la famille vivait en parfaite harmonie, mais il semble que Joly n'acceptait pas la séparation. On voit souvent des travailleurs descendre dans la rue pour critiquer leur employeur, mais aujourd'hui, 300 employés de la Banque de Montréal ont manifesté en faveur du projet de leur patron, c'est-à-dire la fusion de la Banque de Montréal avec la Banque Royale. Les employés croient qu'ils seront doublement gagnants, ils sauveront leur emploi et réaliseront des économies à titre de consommateurs. Mais le professeur d'économie Léopold Lauzon croit plutôt que la fusion provoquera des pertes d'emplois. Selon lui, ces employés non syndiqués se prêtent à une telle mascarade parce qu'ils sont plus vulnérables. En tout cas, ce qui risque de nous rendre bientôt très vulnérables, c'est la grippe de Sydney. Les symptômes, forte poussée de fièvre, douleurs musculaires, maux de tête, grande fatigue et infection des voies respiratoires. Et il semble que la seule façon de l'éviter, c'est de se faire vacciner. Ça y est, c'est fait. Endeavour a quitté la Terre à 3h36 ce matin. Le départ devait avoir lieu hier, mais un signal d'alarme a forcé la NASA à remettre le décollage à aujourd'hui. Les 6 astronautes à bord d'Endeavour ont pour mission l'arrimage du module Unity au module russe Zarya, qui est déjà en place. Il s'agit de la 2 composantes de la future Station spatiale internationale. Mon nom est Jean-Marc Gauthier. Moi, c'est Rosemary Gauthier. J'habite à Saint-Théodore depuis 38 ans. Je suis acadienne. L'œuf est un aliment très nourrissant. Moi, ma recette préférée, c'est l'œuf burger. Des crêpes, c'est excellent. OK. Tiens, tu peux ajouter ce que tu veux, c'est toujours bon. Les œufs, c'est bon pour tout le monde. Une omelette aux crevettes. C'est tout le monde. Pas oublier que je suis une fille du bord de la mer, alors... Oh, Marie, c'est un cordon bleu. Oh, craque tout de toi, mon coco. Oh. Votre hamburger, oui, à mon goût. Cette semaine, notre coup de chapeau est dédié à Louis-Auguste Guillemette. Monsieur Guillemette, qui aura 91 ans dans quelques jours, a consacré sa vie à promouvoir la culture sous toutes ses formes. Encore une fois, Régent Léveillé.
Même s'il dit ne plus avoir le même doigté, la même dextérité qu'à 20 ans, Louis-Auguste Guillemette est l'homme le plus heureux lorsqu'il touche l'orgue. Quand je jouais l'orgue, sincèrement, j'avais l'impression de dompter une masse sonore. De fait, cet orgue aux 25 jeux réels est le deuxième fabriqué par Casavant à entrer chez M. Guillemette, qui a commencé à offrir des concerts chez lui il y a déjà un demi-siècle. Après la guerre, ici, j'ai commencé les concerts. Alors, et puis j'avais fait la connaissance du grand pianiste français Paul Loyonnais. Sorti premier de sa promotion de 1934 au Conservatoire de musique, il est allé poursuivre ses études à Paris avant de venir partager sa passion dans la région des Moulins, où il a créé une école de peinture et la Société des arts. Les gouvernements du Québec et du Canada ont reconnu sa contribution en lui octroyant la médaille de l'Assemblée nationale et... Ici, c'est la bibliothèque, c'est ça, la médaille du gouverneur général. S'il considère qu'il est de plus en plus difficile de répandre la bonne musique, l'homme aura néanmoins présenté à lui seul pas moins de 2000 concerts. Cet orgue aurait pu passer sous le pic des démolisseurs lorsqu'on a éliminé une église au début des années 70 pour permettre l'élargissement d'une rue. On m'avait averti qu'il y avait un orgue là, et si je voulais aller chercher, sans quoi il tomberait sur le pic des démolisseurs. Or, donc, j'ai été chercher l'orgue parce que c'était aussi mon métier, technicien en orgue. M. Guillemette, qui aura 91 ans dans quelques semaines, a une définition assez simple du bonheur. Vous savez, d'être heureux dans la vie, c'est de se contenter de ce qu'on a. C'est ça, d'être heureux dans la vie. Merci beaucoup, monsieur. Régent Léveillé, TVA, dans la région des Moulins. Être heureux dans la vie, c'est de se contenter de ce qu'on a. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, Colette? Vous avez raison. Entièrement d'accord avec ça, moi aussi, également. Oui, tout à fait raison. Alors, la météo, fin de semaine, ça veut dire de quoi? Contente? Oui, on va s'en contenter, même si ça n'a rien à voir avec Noël. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Écoutez,